Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette session d'échange avec les auteurs et les acteurs et les spécialistes dans le colloque de Beyrouth, Parole de Dieu, violence des hommes. Une séance interactive de dialogue que nous espérons nous enrichira d'expériences et de vécu. Donc, notre session sera divisée en 3 temps. Le premier temps sera dédié aux praticiens pour écouter leur vécu avec s'il y a la violence qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail. Le deuxième temps sera pour un échange, un dialogue entre les acteurs et les spécialistes que nous espérons actifs et audacieux. Et le troisième temps, évidemment, pour les questions et réponses pour ceux qui auront des questions. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de commencer cette rencontre en vous présentant nos intervenants ici présents sur le plateau. Madame Alexandra Seili, Madame Radia Bakouche, Monsieur Assad Cheftari, Monsieur Bernard Coyot et Monsieur Jean-Pierre Katrib. Je vais commencer tout de suite par introduire Madame Alexandra Seili pour lui poser la première question. Directrice et cofondatrice du Centre d'études libanaises à l'Université d'Oxford et de Healing the Wounds of History, membre du conseil d'administration de la Fondation Guérand Hermès pour la paix, psychothérapeute. Témoin de la guerre civile libanaise, elle crée en 1997 le Jardin du Pardon à Beyrouth. En 2011, elle initie une série d'ateliers de formation sur le thème « Soigner les blessures de l'histoire, traiter les racines de la violence ». J'ai eu la chance de participer à un événement grandiose il y a quelques années. Madame, juste pour la traduction, Madame Alexandra et Monsieur Jean-Pierre répondront en anglais pour ceux qui ont besoin de traduction. Donc, Madame Alexandra, I will ask you the first question. In your association, Healing Wounds of History, what form of violence do you address, if any? And is the violence in the remaining trauma, in the memory, or the denial of this memory? Thank you, Tanya. I'm delighted to be next to you again. The word violence is itself a tricky word because it sort of somehow attracts in one's mind violence, when in fact, when we're healing the wounds of history, we are not looking for violence. We are looking for anything that is grief, something which stands in the way of someone living their lives completely and living their purpose on this earth. So we don't look for violence. Violence comes up like a sort of kind of, a wasp on a sunny day. It isn't really what we look for. We don't look for wasps on a sunny day, do we? But it will be there somewhere, and it might be several generations behind. And I will talk about that when you talk about epigenetics. Violence wasn't, in my experience, in my life, until I started looking at the terrible violence here and thinking, well, that has nothing to do with me. And then realizing, well, actually, I was bombed out as a child of 2. My father was in the Second World War the entire way through the war. My mother was a Russian refugee. Her parents were refugees from Russia. They never went back to Russia. There was violence all the way along in my inherited life. I hadn't recognized that. I thought, what are these wonderful people in Lebanon doing? Killing each other. What are they doing? How are they destroying this wonderful country by killing each other and fighting their way through what seemed to me like a madness? And we were bombed out, whatever it is, like everybody else. But I didn't identify. I didn't identify because it wasn't my war. I identified when the people that I've been working with in the quarantina for several years were destroyed by the people I thought were Christians and therefore, were sort of vaguely human beings because they, were brought up on love. But in fact, when I saw them shooting everybody and killing everybody with the Virgin on their tanks, it was very hard for me to see that image. So I got into a muddle, basically, about what is violence and where does it come from. And that's when I started
to go back and look at my own responsibility for violence in my, well, hate, and go back in my own life, go back in my parents' life, go back, and see the racines, the roots of all this in my own life, and also forgive myself and forgive man's inhumanity to man. And that's when I worked with Assad and had to forgive what I called those killers. Wonderful. So it starts with oneself, always, absolutely. Thank you so much. Assad Chaftari prend une part active dans la guerre civile libanaise de 1975 à 1990 comme haut responsable dans les services de renseignement des forces chrétiennes. Co-fondateur en 1989 du Parti national laïque démocrate, WAD, membre du chapitre libanais du réarmement moral, aujourd'hui initiative de changement. En 2000, il adresse par la presse une demande de pardon à ses victimes. Co-fondateur de Combattants pour la paix en 2014, auteur du documentaire Toi et moi, connaître la religion de l'autre, et écrivain du livre La vérité, même si ma voix tremble. Assad, vous avez fait un mea culpa énorme et authentique, peut-être le seul au Liban. Depuis, vous vous battez pour la paix. Dans votre travail, il existe plusieurs formes de violence, dans la mémoire personnelle, dans le regard des autres, dans votre entourage culturel peut-être. Quelle forme de violence adressez-vous et comment et vous combattez le comment, on en parlera après. Merci. Je ne mérite pas le pardon énorme, la demande de pardon énorme. C'est ou bien une demande de pardon ou bien non. Donc, voilà. Tout d'abord, je crois que j'ai dû faire face à une violence envers moi-même. Parce que je me considérais comme un criminel. Donc, voilà, j'étais violent envers moi-même, tout d'abord. Il a fallu faire face à cette image dans le miroir d'un nouveau moi sanglant et ensanglanté. Il a fallu aussi tuer mon ego, quelque part, pour que je puisse me lever publiquement et dire « Écoutez, moi, j'ai gaffé ». Et j'ai fait beaucoup d'énormités dans ma vie active pendant la guerre civile. Il a fallu aussi enfanter, et je sais que les femmes en souffrent énormément, enfanter le nouveau moi, le troisième moi. Donc le premier moi était ce que j'étais avant la guerre, ce que j'ai fait pendant la guerre, et aujourd'hui le troisième moi. Maintenant, en société, oui, bien sûr, on fait face en tant que combattants pour la paix, qui prêchons la paix, à plusieurs genres de violences, comme tout d'abord les violences du passé, qui n'a pas encore été suffisamment guéri, ou on ne l'a même pas discuté pour qu'il soit guéri. Quand même. On n'est pas passé par ce healing process dont parlait tout à l'heure. Pardon? Oui, dont parlait Alexandra, par exemple. Ça, c'est un des facteurs. Il y a aussi la violence qu'on s'inflige, qu'on s'auto-inflige, celle du victimhood. Comme quoi, on est victime, on continue à vivre en victime. Ça, c'est aussi un autre genre de violence. Il y a la violence qui nous entoure partout dans le Moyen-Orient, surtout depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il y a la violence des médias qu'on voit à travers les médias, etc. Les violences du discours politique de nos politiciens et au quotidien. Et bien sûr, la violence des médias. Donc, on fait face à tout ça. Et surtout, la violence qu'on commet en le sachant ou pas, en disant à l'autre, tu peux dire ce que tu veux, je ne t'écoute pas. Ignorer l'opinion de l'autre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Assad. On aura encore une suite à cette discussion. Je m'adresse à M. Bernard Coyot. Il est directeur de l'Institut œcuménique de théologie Al-Muwafaqa à Rabat, où il enseigne la sociologie des religions. Il est docteur en anthropologie,
EHESS à Paris, diplômé de Paris, et diplômé de l'EPHE, Paris-Sorbonne. Il est chercheur associé au laboratoire d'études politiques et de sciences humaines et sociales de l'Université internationale de Rabat. Et il a des travaux de recherche sur les dynamiques religieuses des parcours migratoires et la pluralisation religieuse en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Monsieur Coyot, à voir votre travail, la première impression pourrait être qu'il s'agit d'un travail de recherche calme et serein. Mais bon, je suspecte des rencontres multiples avec différents genres de violences dans votre travail. Quel genre de violence rencontrez-vous dans votre travail au Maroc? Bien, il n'y a pas vraiment de violence directement, je vais y venir. Simplement, pour un tout petit information, il faut se déplacer un petit peu au niveau de la géopolitique. Le Maroc, donc, a depuis trentaine d'années et puis accéléré depuis une dizaine d'années et encore plus accéléré depuis 2-3 ans, développe une coopération multiforme avec l'Afrique. Ce qui fait que l'avatar de cette coopération économique, universitaire, médicale, militaire, tout ce que vous voulez, alors vraiment je suis désolé, ça ne se fait pas du tout, c'est que sont arrivés au Maroc beaucoup d'Africains subsahariens qui s'installent au Maroc. Et sur le plan religieux, sur le plan du christianisme, ça a entraîné l'émergence d'une quantité d'églises dans toutes les villes universitaires, églises qui sont fréquentées par des personnes migrantes, qui sont fréquentées par des étudiants, par des gens qui s'installent maintenant au Maroc, etc. Donc ça modifie le paysage religieux. Et pour répondre à ça, parce que c'était un petit peu effervescent, et surtout du côté des protestants, ça posait quelques problèmes de tension, on a créé un institut de théologie pour penser un petit peu cette dimension chrétienne et former des cadres religieux dans une perspective d'ouverture et de dialogue et pas de repli sur soi ou de tension. Donc, c'est à ce niveau-là que se joue l'éventuelle violence. Elle est d'abord sur une violence théologique, une violence métaphorique, verbale, qui fait que, tout comme on parlait hier Dar el-Islam et Dar el-Harb, en quelque sorte, des chrétiens subsahariens qui arrivent au Maroc sont parfois dans une posture où ils arrivent dans le pays de la mécréance. Ce renversement vous me comprenez, c'est-à-dire le Maroc est assimilé à la fois à quelque chose de très intéressant, un lieu d'opportunité pour des études, pour des affaires, je ne sais quoi, mais aussi un lieu menaçant pour l'identité religieuse. Et donc, dans ces groupes divers chrétiens, formels, reconnus par le gouvernement marocain, mais aussi informels, il y a tout un secteur informel, de groupes, de maisons, de migrants, enfin bref, c'est c'est très varié, eh bien, se développe un discours de rupture, de rejet. Et donc, l'Institut, c'est sa première forme de violence, si vous voulez, à laquelle on est confronté. Et bien sûr, notre travail est plutôt de construire une identité religieuse en dialogue et positivement et non pas en rupture. Voilà. Donc, après, il y a une violence aussi dans le contexte marocain, puisqu'on l'adresse d'un point de vue des sujets abordés dans nos formations. L'émigration au Maroc, le Maroc est un grand pays hospitalier, j'aurai l'occasion de le dire. Et par exemple, juste pour être précis, en 2014 et 2017, Sa Majesté a permis des campagnes de régularisation des personnes migrantes, donc ce qui se fait nulle part ailleurs, donc c'est pour souligner les aspects positifs. Mais donc les conditions de vie des personnes migrantes sont très, très difficiles, très précaires. Et nos étudiants sont en lien avec ce milieu-là. Je vais juste donner un exemple, puisque je suis supposé être praticien là, donc c'est un exemple pratique. Donc une de mes étudiantes, qui a aussi des responsabilités sur l'accompagnement des migrants, célébrait des funérailles à Tétouan il y a à peu près 2 mois. Il y avait un bateau qui a chaviré avec 25 personnes migrantes totalement anonymes, dont 6 avaient disparu, 9 et 9, 18, 9 étaient mortes et 9 étaient survivantes. Donc les funérailles qu'elle présidait, c'était 9 jeunes hommes entre 16 et 20 ans, tout à fait anonymes, dont on ne connaissait pas le nom et a fortiori pas la religion, et assister à ces funérailles les 9 autres qui avaient survécu. Tout ça dans une espèce de confidentialité un peu voulue par les autorités pour éviter justement, ça fait un peu désordre ce type de choses. Voilà, donc ce type de violence. Mais j'en finis là, la dernière élément de violence et qui est très très important, et alors une violence très 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 troublante,
c'est que mes étudiants viennent de contextes subsahariens, donc de différents pays. Et en particulier ceux qui viennent pour des formations courtes, je passe les détails de ce qu'on fait, une formation soit en 4 ans, soit une formation courte de quelques mois. Ceux-là viennent des fronts du choc ou de la rencontre ou de la tension entre l'islam et le christianisme sur le continent africain. Ils viennent de l'extrême nord du Cameroun, la zone Boko Haram, si vous voulez. Ils viennent de Centrafrique et ils viennent de Mali, Sénégal. Ils viennent aussi de l'Est, Goma. Et dans chacun de ces lieux que je viens, Goma, l'Est de la RDC, pardonnez-moi, et dans chacun de ces lieux que j'ai énoncés, il y a bien sûr des éléments de violence très très dur. J'en cite un qui s'est produit la semaine dernière. Donc un de mes étudiants, il s'appelle Yvon, il est prêtre. Il est venu pour 5 mois à Rabat. Il termine son mémoire de diplôme sur justement le dialogue en Centrafrique, etc. Et dans son diocèse à Lindoa, donc la semaine dernière, mardi dernier, il y a eu une irruption de violence où il y a eu 137 morts. Égorgés, brûlés dans les maisons, 8000 réfugiés dans la paroisse catholique, 3000 dans la paroisse protestante, et puis c'est en train de s'essaimer. Et la personne qui dirigeait c'est donc un groupe musulman de la sous-préfecture. C'est pas des gens venus de l'extérieur, c'est des jeunes qui étaient là dans des plateformes de cohésion sociale depuis plusieurs années. Et donc le chef de ceux qui ont levé pour assassiner tout ce monde-là était le secrétaire général de la plateforme de cohésion sociale. Et donc là, voyez, donc la question c'est que mes étudiants viennent de contextes déjà difficiles. Ils sont là pour réfléchir, pour faire un pas de recul et penser un petit peu comment on travaille ensemble, etc. Et au moment où ils s'apprêtent à rentrer, il y a ça. Et donc simplement, je termine là. C'est pas seulement le drame qui vient de se produire, très peu médiatisé d'ailleurs, mais c'est surtout ces gens-là étant du lieu. Qu'est-ce qui va se passer après? Toutes les dynamiques de vengeance, de pardon, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est cette violence-là aussi à laquelle on a affaire. Donc, c'est pas du tout calme chez vous. C'est le clash des civilisations aussi, quelque part. Et l'ouverture face à la fermeture de ce clash qui a lieu quand on clash, quand on se rencontre. Donc, c'est très enrichissant et merci pour le partage de quelques exemples. Je m'adresse maintenant à Jean-Pierre Catry qui va répondre en anglais pour ceux qui veulent la traduction. Il est membre actif depuis 2001 de la Fondation des droits de l'homme et du droit humanitaire au Liban, actuellement directeur des affaires publiques de Quantum Communications. Il a enseigné le master à l'Université de la Sagesse et a été formateur à l'American University of Beirut en éthique des ONG. Et, il est en prise de parole en public et gestion des campagnes médias. Il est titulaire d'un MA de sociologie politique de l'Université libanaise et d'un MA en droit humain et démocratisation de l'Université de Malte et de l'Université nationale de Galway en Irlande. Vous êtes une société privée, mais vous avez fait une étude sur l'extrémisme et les facteurs de radicalisation. Pouvez-vous nous donner une idée des points les plus importants relevés dans cette étude? Thank you, Taina. Few words on methodology before I delve into findings. The study was conducted in 2015 on fighters who joined the war in Syria under Daesh, the Nusra Front, and Ahrar al-Sham. So we managed to apply a psychoanalytical methodology to understand what are the motives, what are the interests, what are the trigger factors that cause these jihadis to join the fight. The data was obtained from interviews that were conducted with these on media. And some of these were either returnees who joined the fight and then did their own mea culpa. Some were arrested before they managed to blow themselves up or conduct further criminal and terror activities. And others were simply active fighters who were interviewed by some courageous journalists. The study, again, I'm not going to delve much into methodology, but it's interesting to say that it did not only cover local fighters, meaning Syrians fighting in Syria or Iraqis in Iraq. It also covered a host of foreign fighters, as we refer to them, and these could be Arab foreign fighters coming from outside Iraq and Syria, or Western fighters coming all the way from the US, from the UK, from France, Germany, and Holland, as per the sample data we relied on. So,
findings. First of all, I'm going to discuss very briefly, because I know this is not the time to work out the entire study, but very briefly I'm going to talk about the influencing factors, the trigger factors that caused them to join initially, what pushed them off the cliff. Mainly socio-political factors having to do with grievances, feeling that their own community is being subjected to a sense of injustice, a sense of remorse. They're seeking to address and redress this feeling of injustice, and they feel that they need to join the fight to correct that excess that is targeting their own community. So it's mainly socio-political factors. Second of all, I would like to comment a bit on what were they seeking. So we knew what pushed them off the cliff, we knew what caused them to join the fight, but what were they seeking? The majority of Western foreign fighters were mainly thrill seekers, believe it or not. So we put these in bins of 9 categories of seekers. So we had the justice seeker, we had the redemption seeker, we had the death seeker, we had the status seeker, we had the identity seeker. We had 9 categories. I will suffice to say that for the majority of foreign Western fighters, they were mainly seeking thrill. Okay? So this, let me summarize, this is very important. Thrill to them was playing their own game of Call of Duty, yet with full impunity. So what Abu Bakr al-Baghdadi was telling these people, he was appealing to them by telling them, this is not a PlayStation game you're doing in your own private residences. Come to Iraq and Syria, join the fight, and you could do it live with full impunity. You could shoot, you're not doing on the screen. So they were mainly thrill seekers. You know, they were bored in their own Western societies, feeling marginalized, feeling on the sides of society. So they were looking for some thrill, believe it or not. One key takeaway I would like to address here is that we found that Islam has nothing to do with it. You know, Islam was just a mean to an end. It was not the end itself. And let me give a quick example. Two jihadis who were on their way from the US to join the fight in Syria, they were arrested at the airport before they made their way on a flight. When they were checking their credit cards records, that's a funny story, yet quite illustrative. Their credit card history pointed out that they purchased, the last item from Amazon was Islam for Dummies. So yes, Islam for Dummies. Okay, that's a quick crash course about certain subjects and topics that you get. So yes, just so that they acquaint themselves before they join the fight with what's the ideological cover that is being used. So majority of foreign Western fighters were thrill seekers. The majority of local and even Arab fighters was a mix of status seekers, those seeking status, seeking recognition, seeking, even some material gains out of this. They're the breadwinners of their families. So the majority were status seekers here and also identity seekers. Okay, they were looking for a ultranational identity that somehow defines them. So a Tunisian joining the fight, a Moroccan joining the fight. They were looking for an umbrella identity through which they can identify and make sense of the woes of their own societies. So I would say, I would leave further comment for the Q&A so that I don't take much time. These are the main findings that we arrived at from this study. Wow, wow. And it's highly interesting to get this view also to better understand radicalism in the region. Thank you. Radia Bakouche, franco-marocaine. Radia est présidente de l'association Coexister, créée en 2009. Mouvement interconvictionnel de jeunesse et d'éducation au vivre ensemble et à la laïcité. Diplômée en relations internationales de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et elle a un engagement dans les associations de jeunes comme l'UNICEF ou le Parlement européen des jeunes. D'origine palestino-libanaise, elle se passionne pour le dialogue et l'éducation à la paix. Membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam en France.
Radia, comment peut-on coexister ensemble avec nos différences convictionnelles dans une laïcité sans rencontrer un certain genre de violence? Quelle violence rencontrez-vous dans le cadre de votre travail, surtout peut-être dans Coexister? Merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation. Je vais parler vraiment au nom de la modeste expérience que nous avons dans notre association. Donc, ce qu'on fait à Coexister pour justement éviter de vivre des violences à travers nos différences de conviction, c'est d'abord de proposer une expérience de la diversité. Proposer une expérience de la diversité en gardant toujours en tête un caractère d'exigence à la rencontre. On propose à des jeunes de différentes convictions, donc juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, bouddhistes, puis toutes les convictions que l'on peut trouver en France, de 15 à 35 ans, de se rencontrer dans un cadre bienveillant, dans un espace de dialogue où ils ont la possibilité d'être eux-mêmes, de croire en ce qu'ils veulent croire, de ne pas croire en ce qu'ils veulent pas croire, et d'apporter une attention toute particulière à la personne qui est en face d'eux, et donc à la différence qu'ils rencontrent et qu'ils voient en face d'eux. Est-ce qu'on rencontre des violences? Oui, bien sûr. J'ai essayé de vraiment schématiser un peu tout ça, et je pense qu'il y a 3 points déjà desquels viennent les violences que l'on peut rencontrer. Donc, ce n'est certes pas des violences guerrières, c'est beaucoup plus des violences symboliques que l'on peut rencontrer. Donc, ces violences, elles viennent de 3 choses. D'abord, de la difficulté d'appréhender la diversité, en particulier en France, où nous vivons quand même dans un pays où on met le plus possible en avant ce qui nous rassemble, et donc ce qui fait qu'on se ressemble tous. La diversité a une difficulté toute particulière en France, et donc il y a presque dans l'espace public une absence de possibilité de confronter nos désaccords. La deuxième chose, c'est aussi une laïcité souvent mal comprise, alors que la laïcité est censée se focaliser sur un triptyque, donc l'égalité, la liberté et la séparation des églises et de l'État, et donc la neutralité absolue des services de l'État. La laïcité prend souvent un caractère émancipateur des religions. On veut pousser les gens à ne plus être dans la religion, et donc il y a de forts désaccords sur la question de la laïcité. Et enfin, un troisième point qui peut entraîner des violences, c'est l'absence d'indépendance, puisque finalement, la spiritualité en France, avec cette laïcité, appartient désormais aux religions seulement, alors que la spiritualité appartient à tout à chacun. Elle n'est pas l'apanage des religions, elle est l'apanage de chaque citoyen, de chaque citoyenne, et ça peut entraîner également des violences. Et donc, à partir de cet état des lieux, à partir de ce constat, je dirais que j'observe 3 types de violences qu'on peut vivre en tant que membre de Coexister et qu'on peut vivre en tant que citoyen et citoyenne. 3 types de violences. D'abord, une violence de l'uniformisation. Une violence d'effacer la différence, d'effacer ce qui fait que nous sommes uniques. Et c'est une violence symbolique extrêmement forte, en particulier lorsqu'on appartient à une religion ou une conviction qui est minoritaire. En France, on ne reconnaît pas les minorités, on ne reconnaît pas les communautés, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et donc, de ce fait-là, il y a une violence de l'uniformisation. Enfin, et c'est en miroir avec cette première violence, il y a parfois une violence du repli sur soi, une violence de l'exacerbation de son identité, où on ne veut plus voir la différence et on se retrouve en particulier dans tout ce qui nous ressemble. Et donc, on efface l'autre de sa vie et de sa société et de sa volonté d'être citoyen comme les autres. Et la troisième type de violence, et c'est, je pense, la plus insidieuse, celle qui est la plus difficile à appréhender et à vérifier et à remarquer, c'est la violence de l'indifférence. Et je pense que la violence de l'indifférence, en particulier dans ce qu'on peut vivre en France, c'est que la différence, on la voit de loin, et pourtant on ne veut pas en savoir plus. En ne voulant pas en savoir plus, on fragilise considérablement le socle du vivre ensemble, on fragilise le lien à l'autre, et je pense que c'est quelque chose qui est répandu de manière assez globale dans la société française, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. La violence de l'indifférence fait qu'on peut très rapidement tomber dans la violence de l'uniformisation ou dans la violence de l'exacerbation et du repli sur soi. Et donc ces violences-là, nous, à Coexister, c'est qu'on essaye continuellement de trouver un équilibre entre l'identité affirmée
en joie et devant tout le monde, et cette nécessité de reconnaître l'altérité dans tout ce qu'elle a de plus différent de nous. Tout à fait, la diversité. Merci beaucoup. Merci Radia. Je me tourne à vous, Alexandra. I would like you to share with us if you have, I'm sure you have a lot, but we have not much time. Do you have stories and examples to share, some advices to give to all those working in building peace? Oh my gosh. A lot, I know. 1 minute? No, 2 to 3 minutes. Sorry. I must be the bad guy now. I think to be inquisitive. To be inquisitive with oneself. Why do I do that? Why do I think that? Why do I hate that person? Why do I love this person? To be inquisitive about all the feelings that we have and to sort of chase them until you can find out why they were there. Talking about chasing, I had a young man who came to see me when I hardly knew what I was doing. I was just doing what I was doing because I was so fascinated by the fact that we humans do such peculiar things. And this young man was 14. He'd come from Paris. I've written about this before, and because it's such a fascinating thing, and it led me into the whole ancestral story. He was 14. I found that he had a belief that he wanted to become a general. Now, that wasn't very sexy in sort of a 14-year-old lycée boys. You know, you don't normally want to become a general if you're at the lycée. And he wanted to become a general, and he wanted to be honorable. He felt he had to die for his country. Now, that also wasn't very, this was long before the rest of being dying for your country. This is quite a long time ago, over 20 years ago. So he wanted to die for his country, and to be honorable, he had to die. Now, if that's not a new idea, I don't know what is. And I said, when I was a bit stuck, so I asked him to take some colors, and he drew. I couldn't think what to do with him. So I gave him lots of colors, and I said, draw your house. Draw your house. And he drew a castle. He only used 2 colors. He used gray and red. And he drew an enormous castle using up all his paper. And out of the turrets came smoke. There was nothing inside the castle. There were no slits for windows, nothing. But there was a huge Crusader cross, which he colored. He took ages, and he colored it in red. So I was stuck again. So I said, okay, so that's your home and all the rest of it. What about a home where you're not dying for your country, where you have children and you're very honorable? And he drew another castle with turrets, no smoke, and he had a door, I think, and a few windows, and had some people walking around. And he had a cross through the middle, which he did not in red, but in brown, and it was just an ordinary sort of cross. Just an ordinary sort of cross. And that was my first introduction to ancestral memory. I found out that this boy's family had come, there'd been governors of the Levant since the time of the Crusades. I attempted to do all kinds of things which I thought would lay whatever was still running in the DNA of that family, like I found a priest who would do some things. They were all Catholic, of course, and I thought I would do all kinds of things. But I ran out of time because the guy went back to Paris. And I've continued to think about this story and continued to wish that I had it in front of me now to deal with all that I know. Wow, that's I've got some huge. other ones like that too. And it's when you were talking about violence, for instance, I had a young man, very successful young banker, perfect everything, and he said, "I've lost touch with love." I said, "Oh, that's interesting, not knowing what to do." And he said, "I've lost touch with love, and I want to find a mate, but I've lost touch with love. I don't have it inside me." So we trailed back in the way that I do about these things to a place he was in the womb. We found the month, and he said, "This is the place. Before this place, I had love. In front of this place, I have lost touch with it."
So I said, okay, we'll go back to your mother. Check it out. I didn't know his mother at this time, since which time we've become huge friends. She said that day, that moment, her father was assassinated. He was kidnapped. And because of in the family, there was a kind of pride, orgueil. He drew with his pride his own assassination when he was kidnapped. And in the family crest, there was a whole thing about being proud to be strong or something like that. So he had drawn his death by his kind of nonchalance towards what he thought was his lowly kidnapper. His daughter, my client's mother, was so enraged with her father, although he was dead, she was enraged for him having drawn his death upon him, that she didn't care whether she had this child or not. She said, I don't care about this child. So she withdrew herself with all her love and attention and complicity in being a mother. She withdrew. And so that was the violence and love came apart at that moment. I won't go on, but I've done a huge amount of work on 3 or 4 generations, and it's very interesting. Amazing, amazing. Thank you so much. Assad, à quel point la violence que vous adressez se légitime-t-elle à travers la religion? Elle se fait légitime à travers la religion? À mes yeux, aux yeux des autres. Non, la violence que vous adressez, celle Oui. que vous voyez, elle se fait religieuse? À Oui, quel point? oui, bien sûr. Mais là, religion ne veut pas nécessairement dire foi. Donc, c'est plutôt tout à fait. communautaire au Liban. Donc, oui, c'est flagrant lorsqu'on va visiter des écoles ou des universités dans des régions pures, disons, druzes, sunnites, chiites, chrétiennes, etc. Donc là, c'est surtout la peur de l'autre, c'est surtout les tabous des non-dits de l'histoire, des massacres, des événements qu'il y a eu, etc., qui s'expliquent religieux, mais en fait, ce n'est vraiment pas de la religion. C'est parfois aussi des versets qu'on nous sort, ou bien de l'Évangile, ou bien du Saint-Coran, quoi, qui motivent des réactions violentes, etc., ou voilà, donc on doit se mettre toutes les fois à réexpliquer tout le phénomène, etc. Un peu ce qu'on a entendu ici ces 2 derniers jours, si vous voulez. Mais je crois que l'exemple que nous essayons de donner dans nos témoignages de vie explique un peu comment on peut comprendre d'une façon biaisée ou mal comprendre sa vraie foi et la transformer en une identité religieuse ou communautaire. Donc, c'est un esprit de clan, en fin de compte. Cet exemple est le fait de nous voir travailler ensemble en tant qu'ex-combattants qui venons de tous bords et de toutes, disons, de toutes sources communautaires ou régionales, etc., les aide à comprendre que même à travers des sources différentes, même à travers des opinions, même politiques différentes, on peut quand même arriver à travailler ensemble pour un meilleur avenir, si vous voulez. C'est un peu ça. Merci. Je m'adresse à Bernard Coyot. La rencontre entre vos étudiants protestants et catholiques et la rencontre avec l'islam les pousse-t-elle à chercher de nouvelles interprétations des textes religieux et à changer l'image qu'ils ont les uns des autres? Alors, comment on fonctionne dans notre institut? C'est assez simple. Donc effectivement, il y a une dimension un petit peu inhabituelle, c'est que protestants et catholiques reçoivent une formation théologique de base ensemble. C'est ce qui se fait nulle part ailleurs, a priori. Enfin, on n'a pas trouvé encore d'endroit. Bien sûr, dans des 2e ou des 3e cycles, là, il y a beaucoup d'échanges œcuméniques, interreligieux, etc. Mais une formation initiale, c'est une formation qu'on fait ensemble, le même programme. Et alors, on fonctionne avec 2 critères. Quand il y a
une matière, par exemple, sur l'islam, où c'est toujours quelqu'un qui représente, un universitaire qui représente son univers religieux, qui parle. C'est pas un chrétien qui parle de l'islam, par exemple, mais un universitaire musulman. Et puis, il y a toujours des cours à deux voix, quand il s'agit de cours un petit peu, justement, où la confession importe, des cours de théologie, des cours d'éthique et des choses comme ça. Eh bien, il y a une voie protestante, une voie catholique, ou une voie chrétienne, une voie musulmane. Ce qui fait qu'on inscrit nos étudiants dans une espèce de dépaysement régulier, où ils sont entrés avec des carapaces invisibles, avec un peu en tension, entrés dans ce parcours de formation, et au fur et à mesure, donc, ils apprennent tout simplement à écouter le point de vue de l'autre, à entrer dans l'axe de l'autre, dans ce qu'il a de plus structuré, de plus cohérent, de plus intelligent, de plus intéressant. Et eh bien, on inscrit donc nos étudiants dans une trajectoire un petit peu de long terme, où il y a des étapes dans cette trajectoire, et ces étapes, c'est des points de non-retour. Je m'explique. Certains de nos étudiants arrivent vraiment, alors surtout du côté des protestants, pentecôtistes et autres, arrivent vraiment avec des notions où l'autre n'est pas fréquentable, l'autre croyant, c'est presque des questions de pur et d'impur. Et si l'autre est regardé soit éventuellement dans sa mécréance, comme je disais tout à l'heure, et ce qui fait qu'on n'a pas à avoir de relation avec lui, ou éventuellement comme quelqu'un à qui on va faire une conquête religieuse et convertir à sa propre foi. Donc ça, c'est le point zéro. Alors une fois qu'on est entré dans la trajectoire que je désignais, évidemment, on abandonne ça au passage. Après, il y a une autre étape qui est la motivation pour laquelle on est en relation ou en dialogue avec l'autre, même si on a appris à apprécier ce qu'il est, et à dépasser les peurs, les préjugés. Voilà, on a toujours l'idée que sa foi est supérieure à celle de l'autre, et que le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est qu'il découvre toute la beauté, la richesse de ma propre foi. Et donc, ça aussi, c'est une étape, une borne qu'on dépasse et qu'on abandonne à peu près. C'est-à-dire, on a renoncé, on oublie au passage que c'est pas la peine de chercher à convaincre l'autre, etc. Donc, si vous voulez, dans cette trajectoire, on arrive vers une espèce d'empathie, une espèce de ce dépaysement progressif où on est vraiment entré dans le monde de l'autre. Voilà, on fabrique, c'est pas une fabrique, nos étudiants, donc, qui gardent leur identité religieuse, bien sûr, ils affinent, hein, et puis ils développent aussi des compétences des réflexions sur le rapport au texte, leur tradition, etc. Là, je passe tout ça. On arrive à un point vraiment de relations très intéressantes. Alors, ça paraît, je veux dire, une forme d'estime, de respect, d'approfondissement, d'admiration même de la tradition de l'autre. Donc, je ne veux pas trop idéaliser, mais je crois vraiment qu'on est dans cette dynamique-là. Donc, cette trajectoire qui part du point zéro et qui passe des points et à partir desquels on ne revient pas en arrière. Alors, on peut dire qu'il n'y a rien de mieux que ça, parce que c'est en dialoguant avec l'autre qu'on comprend vraiment qui on est. Donc ça, c'est le discours un petit peu, si vous voulez, je cite Panicard, celui qui ne connaît qu'une religion n'en connaît aucune, pas même la sienne. Donc voilà, on est tous d'accord avec ça. Après, il y a une dimension un peu plus subversive dans notre démarche, c'est que, à force de prendre en compte la tradition de l'autre et prendre conscience aussi de la complexité, de la diversité, des tensions internes à notre propre tradition, puisque là, on est, par exemple, entre chrétiens, catholiques, protestants, etc. Eh bien, ça fragilise un petit peu nos convictions essentielles, le noyau dur, si vous voulez. Et eh bien, cette fragilisation, passer de la suffisance, au sens, vous comprenez, à l'insuffisance, cette fragilisation est positive. On quitte un peu le monopole de l'interprétation, le monopole de la foi, et donc on travaille en profondeur cette tendance, ce mal qui est dans chaque être humain, cette impulsion profonde à imposer à autrui nos propres convictions, comme disait Ricoeur. Ce principe mauvais, disait Paul Ricoeur. Super. Donc l'enjeu, c'est simplement la prise en compte du pluralisme
religieux et d'une cohabitation positive. Et notre institut s'appelle Institut œcuménique de théologie. Donc œcuménique, ça peut être pris dans un sens entre protestants et catholiques, dans un sens interreligieux. C'est d'ailleurs dans le langage commun, c'est le sens que ça prend. On peut aussi repenser au sens étymologique de l'œcuménisme, oikoumene, la terre habitée. Donc en fait, l'enjeu, c'est d'habiter ensemble cette terre avec cette pluralité religieuse et culturelle. Super, merci. Jean-Pierre Atrieb, through redirect method, you combat extremism online on social media. Who are your partners? Very briefly, but how do you do that mainly? Well, this is a pilot project that we've done for 6 months with Google. Google, which is based in the US, has its think tank arm, which is referred to as Jigsaw, previously known as Google Ideas. Their aim is to encourage positive content online. Through this pilot study, the aim was, again, because we found out in earlier studies that the online sphere has been used as a medium for radicalization. So if during the Al-Qaeda days, radicalization was happening in mosques, mosques were all of a sudden turned virtual online, and we had all sorts of negative content, content seeding, hate, and violence being disseminated all across. So we chose online exactly because of that. So what was the study about? Simple ad techniques that Google uses. Let me give an example so that it's well understood. If I Googling a travel destination through an open Google search, all of a sudden I open another website, say I'm looking for Croatia, I start seeing these ads generated by Google ad spaces on my homepage, referring me to nice package deals for travel to Croatia. Same logic applies. So people are looking for violent content online. We were able, through what we call the redirect method, because it's redirecting, as you will see, to lure these people whom we categorize in the yellow sphere. So those of you who deal with radical notions would understand mainly what we refer to as green. These are the friendlies. Red, these are the converted ones. This is the toughest bracket to crack. And the yellows or the orange. These are the ones who are trying to sway away from jumping into the red zone. So this method, this pilot redirect method, aimed at redirecting people who Google Abu Bakr, who Google Daesh. And of course, we were very careful on how we choose these keywords. If I put Daesh, they will not join, because they know Daesh is used as a pejorative term, those who identify with Daesh. So we would use Ad-Dawla al-Islamiyya, Islamic State, okay? And then all of a sudden, they're looking for something else, and they see this ad of ours, which is Discover Life fi Dawlat al-Khilafa, in the land of the Caliphate. This to them looks kosher, so they jump in, and this is where we're redirecting them into something else. It's the ugly reality under the Caliphate. So now, does this work? Well, I'm not going to fool anyone here. We don't know, but what we know, using some very sophisticated metrics and softwares, we were able to track the journey of these people, where they visited before and where they continued this online journey of them. So we know that we had around 500,000 almost throughout 6 months, 500,000 who visited these pages of ours. Now, whether we managed to sway them away or not remains to be seen. But we know that we targeted a good deal of around 500,000 throughout 6 months who visited this content. Some of them might be security officials trying to fish in for information. We don't know. Some might be truly yellow. Others might be red, trying to figure out content. But this approach requires a lot of investment, and this is why it was a pilot. You know, we had to stop it, but I think it's a positive way at looking at things and moving forward constructively. Wow, thank you. Radia, tu as parlé de 3 genres de violence. Tu as parlé de violence d'uniformisation, de repli sur soi, et la violence de l'indifférence, bien sûr. À quel point cette violence prend-elle une identité religieuse avec les gens avec lesquels vous travaillez?
Alors, ces violences, elles puisent de différentes manières leur source ou leur légitimité dans la question religieuse, mais comme Monsieur Chassari disait, c'est pas vraiment, elle puisait pas dans tout ce qui est foi ou spiritualité, mais c'est vraiment dans ce qu'on entend de plus superficiel dans les questions de religion. Donc, par exemple, sur la violence du repli sur soi, de l'exacerbation de l'identité, c'est très facile lorsqu'on est frustré, lorsqu'on a un besoin de reconnaissance. On va puiser dans ce qui nous ressemble, donc on va puiser dans notre conviction et notre foi, et ça a d'autant plus d'impact en France où on a cette idée où ok, on est tous français, on a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, et on se retrouve quand même à un renvoi de vous n'êtes pas vraiment français, vous n'êtes pas vraiment ceci, où on a une espèce de violence une espèce de violence légitime à toujours renvoyer à ce que vous n'êtes pas de cette, voilà, l'image qu'on renvoie, et que donc de ce fait-là, on creuse et on puise la violence de ce repli identitaire dans les textes religieux, et on y puise un peu ce qu'on a envie d'y puiser. Et de la même manière, en miroir, des personnes qui utilisent la violence de l'uniformisation puisent dans ces mêmes textes religieux, finalement, ce qu'ils ont envie de voir, donc tout ce qu'il y a de plus difficilement interprétable de la religion, tous les textes qui peuvent amener à croire à la violence en disant voilà pourquoi on se bat pour l'uniformisation, voilà pourquoi on refuse la place du religieux dans l'espace public. Donc chacun n'utilise pas les mêmes sources de textes dans les religions, mais réalisent la même méthode. En tout cas, ils vont pour puiser dans les textes quelque chose qui légitime leur discours et leur violence symbolique. Et pour ce qui est de la violence de l'indifférence, je pense que c'est également le fait qu'on voit beaucoup trop la religion comme une extériorité, comme seulement peut-être des pratiques, quelque chose de visible, quelque chose à effacer, en oubliant un peu la transcendance, enfin, le côté transcendant. Et donc de ce fait-là, il est bien plus facile d'être indifférent à l'extériorité, à ce qui est visible, à la pratique sans fond, qu'à une forme de transcendance et de complexité de complexité de la spiritualité. Donc finalement, on voit que les violences qu'on traverse, en tout cas qu'on peut ressentir et qu'on peut vivre au sein de Coexister, trouvent une certaine légitimité dans les fondements religieux. Alexandra, oui, okay. Healing memory, to recreate it or to unify the story sometimes is a tough task. What are your tools and approaches to face its violence when it shows, if it shows? And what does the new science of epidemics that has to do, epigenetics has to do with transmission of inherited trauma? What does it have to do with the work you do? Well, fortunately, the scientists have caught up with those of us who've been doing this for a long time without knowing what we were doing, which is that everything is inherited. Actually, just before I left, we found that not just 5 generations. So imagine in this room, behind every single person, I used to think there were 250 ancestors who we could connect with. Just before leaving to come here, I found there were 14, no, the scientists told me there were 14 generations behind each person. And I need someone to do the mathematics. So 14 generations, we are susceptible to inheriting what they call the epigenetic memory, okay? So what we inherit is not necessarily violence. Take an experiment, some of you may have read about it, about the mice. So mice, one mouse in a cage gets poked with a sharp object, and in that cage, she gets cherry blossom stuffed into the cage. 5 mice down the way, mouse, 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 mouse. Baby mouse comes along, smells the smell of cherry blossom and goes bananas. Total freak out. Does not get poked, does not feel any pain, but is connected to the pain by the smell of cherry blossom. And this is the kind of work we're doing in Healing the Wounds of History. This is what I am attempting
to suggest that we all do by having a garden of forgiveness where we can lay anything to rest which is troubling us. Doesn't have to be something violent and terrible. It can just be some feeling of woundedness, so that we can each one take responsibility for whatever it is that we've inherited, and forgive ourselves and forgive our great grandmother for that original wound we know nothing about. Thank you. Asad, on vous voit dans des documentaires, sur les plateaux télé, dans les émissions radio, dans les cercles de formation. Vous vous faites visible à travers votre association et votre travail, évidemment, dans toutes les régions, de toute fraction aussi dans votre association ex-combattants. Quelles sont les approches que vous implémentez pour combattre la violence? Quel discours portez-vous? Oui, écoutez, tout d'abord, ça dépend du public, ça dépend de l'âge du public surtout. Vu qu'on visite des jeunes secondaires, au secondaire, des universitaires, des ex-combattants, des sociétés d'autres audiences, dans d'autres ONG, etc., des politiciens, donc tout dépend du public en général. Mais c'est surtout pour les jeunes, le message le premier message est le bâton. Donc, les résultats de la violence, surtout de la guerre civile libanaise, donc on a dressé la liste des dégâts humains, du nombre de disparus, des dégâts au niveau économique, etc., et tout le reste, trauma et tout ce qui vient avec. Ça, c'est un. Deux, on essaie de leur expliquer qu'une fois que vous tenez un fusil militaire ou une arme militaire et que vous dirigez la ligne de mire vers une personne, vous êtes déjà à moitié humain et vous risquez d'oublier l'humanité de l'autre. Donc, vous deviendrez immédiatement moins humain et peut-être vous perdrez toute votre humanité dans ça. Et si jamais vous vous réveillez plus tard, le réveil va être vraiment très, très dur. On en connaît quelque chose. Donc, c'est aussi ça. On essaie d'expliquer aussi le cycle par lequel on est passé pour arriver à devenir des meurtriers, des criminels, si vous voulez. Le cycle dont chacun de nous, à travers lequel chacun de nous est passé. Donc, c'est l'ignorance, puis la crainte de l'autre, puis on essaie de se séparer de l'autre, etc., pour enfin passer à la haine et à la violence. Donc c'est ce cycle, on essaie de les prévenir de ne pas passer dans ce cycle. De 4, c'est surtout de ne pas perdre l'esprit critique. Donc, c'est une question que je pose en général devant une audience de jeunes. Combien de vous sont en train, tous les soirs, de voir sur la même chaîne de télé, les mêmes nouvelles? Donc là, c'est la majorité de la classe qui lève sa main. Je leur dis, écoutez, mes amis, à ce niveau, vous avez perdu votre esprit critique parce qu'on est en train de vous travailler de très près le cerveau. Et je suis sûr que vous sentez que tout ce que dit cette station, donc le leadership à qui appartient cette station de télé ou de radio, et vous n'essayez plus de jeter un coup d'œil sur ce que disent les autres. Parce que pour vous, ce que disent les autres est maintenant tout à fait erroné. Voilà, donc c'est tout un paquet de moyens qu'on utilise, comme les témoignages personnels, les témoignages de vie. Surtout, on a des pièces de théâtre durant lesquelles on entraîne les jeunes à jouer ces pièces et suivi par des discussions avec nous, ex-combattants, etc., avec l'audience de jeunes et de leurs parents ou de leurs éducateurs. Donc, on a aussi une autre pièce de théâtre qui est un genre de playback où on force les gens indirectement, disons, entre guillemets, à sortir le trauma qu'ils ont en eux. Donc, l'audience est composée d'un tiers d'ex-combattants, d'un tiers de gens qui ont vécu la guerre civile et d'un tiers de jeunes. Et on joue sur scène les sentiments que les gens essaient d'exprimer.
Donc ça aussi, des expositions de photos, de documentaires, etc. et beaucoup d'autres. Génial. Donc, pluridisciplinaire, une approche pluridisciplinaire. Monsieur Coyot, quel enseignement tirez-vous de votre pratique et que conseillez-vous aux instituts de sciences religieuses de par le monde en 2 minutes? Je n'étais pas sûr que vous allez poser la deuxième partie, parce que moi, je n'ai rien à conseiller. Quel enseignement on tire? En fait, on est en plein expérimentation. En fait, c'est un laboratoire en cours. En fait, je ne savais pas trop quoi répondre à votre question. Mais l'enseignement, c'est bien sûr que c'est la fécondité de cette approche, parce que dans la durée, ces trajectoires que j'évoquais, vraiment, nos étudiants... il y a un élément de transformation intellectuelle, existentielle, un changement du regard sur l'autre, et le fait qu'on puisse, on voit maintenant que on a mis en place en fait un dispositif, des acteurs religieux qui n'ont pas du tout la même approche sur l'autre. Donc, mais on veut voir un petit peu comment ça opère sur le terrain, parce que c'est ça la question, c'est que face à tous les éléments négatifs qu'on peut observer, c'est peu de choses. Que de former des acteurs dans une nouvelle dimension, d'appréhender positivement l'autre. Je reformule un peu ma question. Peut-être qu'en enseignant, on apprend aussi, hein, toujours. Alors, par votre pratique sur le terrain, votre approche, qu'en portez-vous? En quoi ça vous a aussi enrichi? En fait, je sais que j'ai trop peu de temps pour répondre, donc je ne rentre pas dedans. Pardon, ça me bloque un petit peu. Non, mais parce que vous me demandez les enseignements, donc la fécondité de cette approche, la questionnement, si on est capable, de même qu'il y a une contagion du mal et une contagion de l'intolérance, si on est capable aussi de cette contagion d'une autre approche, et que si ça prend racine auprès d'autres personnes. Mais la chose la plus importante sur laquelle je veux répondre, c'est que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux personnes. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un et l'autre. Et c'est la grande difficulté, en fait, c'est que on peut construire des personnalités, des profils intellectuels, individuels aptes au dialogue, mais la question, c'est qu'il faut que l'autre soit à même de dialoguer. Alors nous, on se trouve au Maroc avec un peu cette difficulté, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau officiel, et qui est réellement des déclarations, des avancées au Maroc, des grandes ouvertures. On a parlé de cette question sur l'apostasie, mais voilà, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples d'un progrès au niveau des personnes qui prennent les décisions, des déclarations, etc. Mais sur le terrain, à the grassroots, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence, et toutes les initiatives qu'on essaye d'avoir et d'essayer d'incarner ce dialogue, en particulier avec des jeunes Marocains, des universitaires, etc., qui sont très intéressés par ce qu'on fait, eh bien, on rencontre toujours des obstacles polis, mais des obstacles. Bon, je suis obligé de dire aussi que même si on a une formation totalement universitaire, puisqu'on est rattaché à l'Université de Strasbourg et à l'Institut catholique de Paris, donc a priori, il n'y a rien de, si vous voulez, il n'y a pas de démarche directement de prosélytisme religieux, etc. Malgré tout, on n'a pas le droit, enfin, plutôt, on ne se permet pas d'accueillir des étudiants marocains pour l'instant. Et donc l'étape là qui est devant nous, c'est d'être dans ces changements que connaît le Maroc, avec toutes ces résistances, et historique aussi, il y a le poids de l'histoire, les représentations du christianisme, c'est lié à la colonisation, c'est lié à un christianisme donc européen. Or là, on est en train, les Marocains doivent faire mentalement un demi-tour et comprendre que le christianisme aujourd'hui au Maroc n'est plus un christianisme européen, mais un christianisme africain qui n'a pas du tout les mêmes composantes, etc. Eh bien, tout ce temps-là, c'est un temps de latence, et il ne faut pas aller trop vite. Je citais un proverbe qu'un jour on m'avait dit « Moraddar ma yefret, waddif ma yetcharat ». C'est du darija marocain, mais ça veut dire l'hôte, le propriétaire de la maison, n'épargne rien, l'invité ne demande rien, quoi. C'est-à-dire qu'il apprécie ce qui lui est donné. Donc l'hôte qui n'épargne rien, c'est le Maroc par rapport à nos démarches. L'invité qui ne doit pas trop demander, c'est nous, et laisser les choses advenir. Donc toutes les expériences qu'on peut avoir à l'université d'Oujda, avec des jeunes étudiants marocains, soit en sciences sociales, soit en religion, c'est deux mondes très différents, à Beni Mellal, à Fès, à Oujda, etc. C'est le premier contact, j'allais dire. C'est une expérience très, 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 très belle, mais on mesure la distance
et les stéréotypes, les préjugés que les uns ont par rapport aux autres. Donc nous, on équipe nos étudiants à être des personnalités aptes à entrer en dialogue, mais devant, il faut avoir une grande patience. Et voilà, il y a des considérations aussi politiques. Voilà, c'est très complexe. Il y a aussi le Maroc en ce moment, donc ce destin africain que le roi dessine a créé beaucoup de remous. Et puis, sur le plan religieux, chrétien, ou même des libertés religieuses, il y a eu beaucoup d'ouverture. Du coup, il y a aussi des personnes qui s'expriment, soit ceux qui réclament le droit de pas forcément croire, ou par exemple la liberté de ne pas jeûner pendant le ramadan, etc. Soit aussi quelques chrétiens marocains, j'en parle parce que c'est dans la presse en ce moment au Maroc, et il y a une démarche assez intéressante de chrétiens marocains qui ont, et non pas des Africains étrangers vivant au Maroc, qui ont écrit à la Commission nationale des droits de l'homme pour demander leur droit d'être reconnus tout en étant sujet du roi. Et bon, ça fait un peu des remous. Vous voyez. Donc on sent qu'il faut pas se précipiter, qu'il faut aller doucement. Et c'est peut-être la patience. Ce que ça m'apprend, c'est la patience. Voilà. Super. La patience aussi. Jean-Pierre Atrieb, if any, what advice do you have to offer to those also working to preventing violence through the work you do, through your research? Do you have any advice? Because you got to some facts on the ground. Well, I understand that when it comes to combating violent extremism and radicalization, there is no one-size-fits-all solution. However, there's a one-size-fits-all approach. And this approach, as I see it, should be built on an exchange between 4 pillars. The first is public sector, and I mean government here, where government should find political solutions to a lot of the crises that we are witnessing. We have seen that the political pretext being offered is always an alibi that is appealing to many radicals. So one needs to start thinking seriously of how to diffuse political crises through political solutions and not necessarily boots on the ground or military solutions, because these two should walk hand in hand. Also, government should be very active in finding the proper legislations in place. And these legislations should not be draconian. They should not infringe on public liberties and freedoms. That's a very thin line to walk, but a lot of care should be directed there. The second pillar exchange with government should be with the private sector. So companies such as ours, working with Google and other renowned companies on an international scale, should weigh in to offer the technological advances so that they aid and assist in the fight against terror and radicalization. Private companies could also be very vocal in providing content, positive and relevant content. Third comes the third sector, as I call it, that's civil society. Civil society, Bernard was mentioning a bit of that, has a big role to play here, because when we're talking about advocacy, when we're talking about grassroots and local outreach, nobody knows it better than the activists on the ground. So if I'm to extend an arm, civil society is an indispensable partner in the fight. And finally, there's the fourth estate, media. Media is very important because through media, I'm able to communicate through various channels. And by media, I not only refer to traditional media, but also social media. And the interplay, as I see it, between these 4 pillars, between public sector government, between private sector, between the third sector, civil society that is, and between the fourth estate, media, is interdependent, interrelated, and interconnected. The more we advance seamlessly and smoothly in communicating across these 4, I think the more hope there is in curbing radicalization. Thank you. Thank you so much. Et pour finir ce premier temps, cette première partie, je m'adresse à toi, Radia. Quelles techniques, quels moyens sont mis en œuvre dans votre association pour combattre cette violence dont vous avez parlé? Alors, je vais essayer d'aller très vite. Je vais donner trois
3 conseils, en tout cas 3 choses que l'on fait concrètement au sein de Coexister. La première chose, c'est de conscientiser notre rôle d'acteur de bienveillance, notre rôle d'artisan de paix. Souvent, quand on se dit artisan de paix, on a l'impression de l'être de manière passive. On n'a pas l'impression qu'on réalise réellement des choses. Alors conscientiser ce rôle essentiel. La deuxième, c'est de pas seulement dialoguer, mais de faire ensemble, d'agir. Nous, à Coexister, on met en place beaucoup d'actions de solidarité. Et si parfois on ne se met pas d'accord sur les paroles, on est tous d'accord pour être au service de l'autre et mettre nos convictions, mettre notre spiritualité au service du bien commun. Donc, on va donner notre sang ensemble, on va faire des maraudes alimentaires, on va faire plusieurs choses. Et donc, on va créer finalement du commun dans la différence. Et la troisième chose dont je vais parler, c'est peut-être que la question des convictions, la question des religions, elle est souvent l'apanage d'érudits. Et c'est vrai parce que c'est des sujets extrêmement complexes, c'est des sujets qui méritent réflexion, qui méritent étude, etc. À Coexister, on prône non pas quelque chose de complètement différent, mais quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire de donner la parole aux jeunes sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration de la jeunesse de pas pouvoir en parler. Quand on a 20 ans, c'est difficile de se positionner et de dire « je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif » et j'ai envie de pouvoir parler et de parler de ma conviction, de parler de ma religion. J'ai pas fait et d'être entendu surtout parce que j'ai mes propres idées, j'ai mon identité et voilà, c'est assez rare qu'on laisse des jeunes parler de leur foi, parler de leur spiritualité, parler de choses parfois très complexes, parce que finalement on a des choses à dire en tant que jeunes. On dit souvent les jeunes c'est le futur, il faut les former pour l'avenir. En fait, les jeunes, avec notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a des choses à dire sur des thèmes de société, sur des sujets de société très très présents et qui nous concernent donc directement. Donc, juste pour finir de ces 3 conseils, pour faire en sorte que ces 3 conseils soient applicables, je dirais qu'il faut toujours penser lorsqu'on agit, lorsqu'on fait quelque chose, de savoir si notre action, elle est bien simple, vraie et concrète. Et c'est un peu nos mots d'ordre à Coexister. C'est très beau. Eh bien, je vous remercie. On va rester là. Et je ne vais pas parler. J'ai essayé de ne pas poser d'autres questions pour respecter le temps, mais quand même, on a pris, je crois, 5 minutes en plus. On va vite aller à notre deuxième partie, notre deuxième temps, où on va avoir des échanges avec des spécialistes. Mais n'étant pas spécialiste moi-même, je vais faire appel à une spécialiste pour m'aider dans cette partie. C'est Dr Neila Tabbara, directrice de l'Institut de la citoyenneté et de la gestion de la diversité dans la Fondation Adiane, qui est partenaire académique de ce colloque. Je t'invite, Neila, à poser les questions aux spécialistes et peut-être qu'eux, ils vont exprimer leur point de vue et les praticiens vont aussi répondre à cela. Mais avant, j'aimerais bien te poser la question à toi. Et je te tutoie, bon, c'est normal, pardon, c'est comme ça, je suis habituée à le faire. Neila, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans ces interventions? Beaucoup de choses, apparemment. Beaucoup de choses. OK. Merci, Tania. Merci tout le monde, en fait, parce que oui, tout m'a interpellée. Humainement, tout m'a interpellée. Mais je pense que maintenant, tu fais appel à moi en tant que, peut-être par ma formation académique. Tout à fait. Et ce sur quoi je m'arrête le plus, c'est un peu ce que Bernard a présenté. Cette relation à l'autre est dans le vécu, en fait, qui permet de développer ou de repenser notre interprétation ou notre vision de l'autre, qu'il soit d'une autre religion ou bien d'une autre communauté dans notre même religion. Bernard, de ce que tu as dit, je comprends que de cette expérience, de cette rencontre, de ce travail ensemble, il y a premièrement une reconnaissance de l'autre, une reconnaissance aussi peut-être de l'authenticité de l'expérience religieuse, de l'expérience spirituelle de l'autre, et puis une reconnaissance finalement, ou bien un changement de notre rapport à la vérité, que finalement on ne voit plus qu'on a toute la vérité et que l'autre n'a rien, mais que peu à peu on comprend que la vérité, l'autre l'a aussi. Peut-être que chacun considère toujours que dans sa propre foi, il a le maximum de vérité, mais que dans l'autre aussi, qu'il y a des éclats de cette vérité et qu'il peut les entrevoir chez l'autre. Aussi, peut-être, Jean-Pierre, ce que tu as présenté sur
l'étude sur le terrain qui permet de voir que les gens recherchent ce que les gens recherchent finalement et qu'il y a beaucoup soit d'économique, soit d'identitaire, soit je ne sais pas thrill. Oui. Donc, de l'expérience peut-être sur le vécu, dans le vécu, ce qu'ils recherchent. Mais je pense aussi que même si la religion ou l'interprétation religieuse ici ne fait que légitimer cette recherche, ce qui se passe est le moment pour nous de revenir sur nos sources, sur nos textes et de reproduire ou d'ouvrir pour reproduire de nouvelles interprétations et de remettre quels sont les critères pour ne plus accepter certaines interprétations. Je m'arrête ici pour ouvrir un peu le champ, pas pour les questions, parce qu'on va bientôt ouvrir le champ pour les questions, et voilà une série de questions qui sont déjà prêtes pour vous, mais pour ouvrir à la parole aux intervenants, aux modérateurs. Si vous voulez rebondir sur les choses que vous avez entendues d'après votre champ de spécialisation. Donc, je vous jette la parole. Donc, qui a envie de prendre la parole? Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est principalement deux choses et des actions. La principale chose, c'est ce qui a été dit de ce côté-là par rapport à la capacité de se positionner devant soi et de parler, d'être courageux et de revenir, y compris sur sa propre, sur son histoire, même au-delà de son histoire, sur l'héritage. Ce n'est pas si simple de faire cette autocritique. Et je trouve que c'est une première étape nécessaire pour ne pas se prendre pour l'absolu. Ça m'a beaucoup interpellé et frappé dans ces témoignages-là. L'autre aspect, c'est dans l'Institut Al-Muwafaqa. Je pense que c'est un bel exemple aujourd'hui de ce vers quoi on peut tendre. C'est vrai que pendant le colloque, on est revenu dans l'histoire vers des scènes de massacres. Ça a été rappelé par des historiens entre catholiques et protestants. Et c'est vrai que le thème du colloque, c'est plutôt la question de la violence et de nous mettre en face de cette violence. Mais ce qu'on oublie, et merci de nous l'avoir rappelé concrètement, c'est ce vers quoi on peut tendre. Et Al-Muwafaqa, c'est un exemple assez parlant aujourd'hui où catholiques, protestants peuvent travailler ensemble dans un même institut de théologie et cerise sur le gâteau dans un contexte marocain. Je pense que le défi aujourd'hui, mais vous l'avez commencé dans cet institut, de pouvoir, comme d'ailleurs ça se fait à Beyrouth, dans un institut islamo-chrétien où il y a un musulman, un chrétien qui parlent, d'être ensemble pour réfléchir, d'être ensemble pour s'entendre parler, être ensemble justement pour revenir sur les textes, pour transmettre toute cette manière de faire. Je pense que c'est devant nous et ça reste un défi à relever un peu partout. Est-ce qu'on est capable à tous les niveaux de travailler, de réfléchir ensemble, quel que soit le contexte, y compris dans le contexte laïque, pas laïque, académique, et c'était important de rappeler ce contexte-là. Je pense juste ce qui m'a interpellé dans les actions, alors coexister, je connais en France depuis un certain temps, on voit comment ça produit des activités communes. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que ce que vous faites, c'est-à-dire prendre la logique des médias comme Google, je trouve ça assez puissant. Et donc du coup, ça incite véritablement à ne pas uniquement produire une forme de pensée, mais épouser, pour déconstruire la violence, épouser parfois les chemins qu'elle peut prendre, tracés par des mots, là où on va vers de plus en plus du mal, chercher de plus en plus de la violence à travers la traçabilité de Google et contrer ça. Produire pour contrer telle que la logique de celui qui va naturellement vers plus de vidéos violentes par des vidéos qui l'amènent ailleurs. Je pense que concrètement, c'est une très belle
expérience est puissante et je pense que ça devrait nous inviter à entrer de plus en plus dans cette logique des médias. Merci Michel. Je rappelle que nous sommes en train de prendre les questions sur papier, mais que maintenant, pour le moment, c'est les intervenants et les modérateurs s'ils veulent rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit par les praticiens. Alors, je voudrais juste dire que une chose me frappe et en fait me touche profondément, c'est que dans la façon dont plusieurs d'entre vous envisagent une forme de résilience, de réparation, de reconstruction ou de revivre ensemble, le faire avec est plus important que le dire. Fût-ce quand on fait du théâtre avec, mais on le fait ensemble, ou on donne son sang ensemble. Et je voulais simplement dire, voilà, je suis touché par cette expression. Merci. Oui, moi je suis aussi très touchée par vos témoignages et je pense qu'effectivement une grande partie de cette difficulté à rencontrer l'autre, c'est beaucoup parce qu'on ne le connaît pas, beaucoup parce qu'on a des préjugés. Donc c'est un travail essentiel à faire et je pense que Exister s'y emploie beaucoup. Et on travaille ensemble avec eux, notamment à Grenoble. Et je pense que ça va plus loin. Et ma question était sur les techniques qui peuvent être utilisées. Quand on va en Palestine, on voit qu'un certain nombre de gens ont épousé des stratégies de non-violence qui sont celles de récuser la violence et sa reproduction automatique, soit sur un plan personnel, soit sur un plan collectif. Et je pense que épouser tout un travail de réflexion et de mise en œuvre de la non-violence, c'est une voie qui est importante. Ou aussi celle qui contribue à construire les désaccords, c'est-à-dire à accepter qu'une partie de la vérité de l'autre puisse faire partie de vous et vous aider à vous identifier. Et je trouve que tout le problème, c'est qu'on laisse les autres vous toucher. Et je pense que c'est une question de peau, quelque part, de peau physique ou de peau symbolique, et qu'en même temps, on puisse aussi accepter de toucher l'autre. Merci. On revient à la question de l'altérité. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'il y a de lourd, si je puis dire, dans les témoignages dont on sent de ce qui s'est passé au Liban il y a quelques temps, il y a quelques décennies, il n'y a pas si longtemps, et qui continue à se produire en Afrique. Il me semble que nous en France, je suis français, on est une société libérale, c'est une société où tout est réversible, si je peux dire. Et il me semble que là, on a affaire à des contextes où il y a de l'irréversible, il y a de l'irréparable, et ça me semble important de comprendre qu'il y a des pays, on a parlé de l'Irak hier par exemple, la guerre Iran-Irak, 1 million de morts, chaque pays, chaque peuple a son irréparable, a ses irréparables, ses malheurs, et qu'il est coincé dans cette mémoire-là. Et pour le comprendre, il faut le comprendre avec son passé, avec son irréparable, avec son irréversible. Et que c'est pas si facile que ça, je dirais, d'échanger les mémoires, voilà, de rentrer dans une sorte de dialogue des mémoires, parce qu'on est un peu coincé dans sa mémoire. Et il me semble que là où il y a eu des gros irréparables, justement, la réaction, c'est d'en rajouter, c'est de faire encore plus irréparable et encore plus irréversible. Je me demande si le durcissement, par exemple, par rapport à l'apostasie, n'est pas dû justement à... Il faut, je dirais, l'avantage à tout ce qui donne des engagements irréversibles. Mais c'est valable aussi, ceci dit, en France. Je vois les tatouages, par exemple. On voit de plus en plus de tatouages. On est dans une époque où, face à une société trop libérale, où tout était tout le temps réversible, on est comme si on était dans une époque où on cherchait à faire de l'irréparable. C'est ça qui me... Faire attention à prendre garde à ce phénomène-là. Il est significatif. Merci Olivier. Mais j'aimerais peut-être moi rebondir là-dessus et dire qu'il y a quelque part une part dans l'irréparable et l'irréversible qui est réparable ou réversible. Et peut-être c'est les exemples dont on parlait surtout Assad et puis Alexandra avec le travail sur la mémoire. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste souligner quelque chose que Radia Bakouche a avancé et qui me paraît quelque chose de très important et qu'on n'entend pas toujours nécessairement assez fort, c'est la dimension de violence que peut aussi avoir le consensus.
la nécessité du consensus, mais si au fond on est d'accord. Alors vous l'avez présenté surtout en disant on a une certaine tendance en France à vouloir masquer la diversité au nom de la laïcité, pour faire très très vite. Je pense qu'on peut le faire aussi pour de bonnes raisons, disons à partir d'une certaine bonne volonté, en se disant ce micro. Ne parlons pas de ce qui nous divise, parce que ça va mal se terminer. Allons le plus possible vers ce qui nous rapproche, surtout. Et c'est quelque chose que j'ai vu 20 fois dans des cadres de dialogue interreligieux, qui sont un peu des mondes que je fréquente. Partons du commun. Dans l'islamo-chrétien, partons surtout de... Vous regardez, il y a plein de choses en commun et c'est formidable. Alors, reconnaître qu'on a en commun l'humanité et la possibilité d'une expérience spirituelle, ça me paraît nécessaire. Mais intellectuellement, puisque moi c'est surtout dans ces domaines-là, enfin, c'est l'institution à laquelle j'appartiens, on est surtout en rapport intellectuel avec le monde musulman, en plus de vivre au Caire. Intellectuellement, c'est ruineux de partir du principe qu'au fond, on est d'accord. Dans ce cas-là, on n'a absolument plus rien à se dire, on n'a plus besoin d'avancer, on n'a plus besoin de prendre au sérieux ce que la personne en face a à dire, et on ne peut pas du coup prendre au sérieux ce en quoi elle me met mal à l'aise parce qu'elle dit quelque chose qui n'est pas ce que je crois. Et je crois qu'il est très, très, très riche, au contraire, de partir plutôt de ce qui nous distingue. La distinction est toujours intellectuellement beaucoup plus féconde que l'analogie. Merci. Encore ? Donc là, oui, je suis désolé. Une fois que j'ai le micro et qu'il marche. Une minute. Évidemment, l'enjeu du coup, pour éviter la violence à la fois du consensus et la violence pure et simple de l'affrontement, c'est d'arriver évidemment à trouver des procédures pour discuter en cas de désaccord. C'est-à-dire que le respect n'est pas, à mon sens, de dire qu'au fond on est d'accord sur l'essentiel, mais d'arriver à parler quand on n'est pas d'accord sur l'essentiel. Ce qui est, enfin, plus je travaille, y compris sur les questions de rationalité. Alors ça qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup chez un certain nombre, enfin, en travaillant sur des auteurs musulmans classiques, hein, c'est ma partie. Je m'aperçois que le terrain même, dire on a la même rationalité, ne suffit pas, parce qu'en fait, en général, on n'a pas la même rationalité. Et de se dire la rationalité va être le terrain sur lequel on va pouvoir bâtir la discussion, peut être également un terrain assez violent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on suppose que nous partageons la même rationalité, l'autre doit finir, au terme de la discussion, par être d'accord avec moi, puisque j'ai avancé un certain nombre d'arguments absolument imparables. Et à mon avis, à mon sens, pour moi, intellectuellement, le défi auquel je suis confronté aujourd'hui, et je n'ai pas la réponse, c'est comment maintenir la possibilité d'une discussion sans imposer ma forme de rationalité. Merci Adrien, c'est effectivement très important. Il y a encore... Voilà. Je suis en train de prendre uniquement des intervenants. Et puis après, on remettra le micro à Tania pour prendre des questions du public. Oui, juste pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que un des grands challenges dans ces questions de dialogue interreligieux, et que vous relevez très bien, Bernard, dans cette expérience, c'est d'arriver à construire des cultures communes. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est assez rare, en réalité, c'est des gens qui connaissent bien le christianisme et l'islam, mais qui arrivent à comprendre, au fond, comment ça fonctionne, quels sont les présupposés de ces religions, et qui arrivent véritablement à voir où sont les problèmes. Enfin, ce n'est pas aussi facile que ça n'en a l'air. Et en effet, on est tous d'accord, il ne faut pas être violent, il faut être gentil, etc. Mais ça ne veut rien dire. Parce que c'est des systèmes très complexes, les religions. Et au fond, pour entrer, ça nécessite une forme de culture assez développée, je pense. Merci. Et donc, je pense que la nécessité du dialogue... Le dialogue peut être la création d'un langage commun, tout en sachant que chaque religion et chaque perception du monde a sa propre logique, sa propre grammaire, en fait, et donc son propre langage. Il faut arriver à comprendre la grammaire de l'autre.
Merci, je vais faire vite. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Je me suis retrouvée dans vos témoignages parce que je suis à la fois universitaire et activiste sur le terrain. Et j'ai subi moi-même la violence. Donc, il y a un rapport complexe avec la violence parce que se positionner en tant que chercheur libre, de faire tout ce travail, de mener cette recherche librement, selon nos propres choix, etc., est une chose. Mais travailler dans d'autres conditions qui, justement, interdisent le fait qu'une femme, tout d'abord, musulmane, fasse ce travail, et elle le fait librement, et elle ose critiquer et nommer, dire les choses telles qu'elles sont, c'est autre chose. C'est passer à l'autre rive, c'est-à-dire subir non pas la violence verbale, mais aussi la violence physique, et continuer ce travail de lecture et déconstruction, etc., tout en ayant deux gardes, c'est-à-dire être sous la protection de la police, en donnant des conférences sur la violence des textes, la violence des interprétations, etc. C'est une autre chose. C'est le vivre quotidien des femmes qui osent faire tout ce travail. Voilà. Donc j'ai les deux visions et je me suis retrouvée dans vos témoignages. Je partage une histoire, des mémoires, une peine, une douleur, etc. Merci à vous. Merci. Merci Amal. Tania, avant de te rendre le micro, je voudrais te poser à toi la question. Alors, tu as entendu ces 5 expériences très riches et je voulais voir ce qui t'avait le plus parlé, ce qui t'avait le plus inspiré parmi ces... Je suppose que toutes Oui. t'ont inspiré, mais peut-être si tu Tout à peux fait. choisir. Non, mais oui, je vais être. Oui, c'est un tout. J'ai vu ce que je retiens, c'est beaucoup d'empathie et de compassion et d'empathie. D'empathie. On commence par l'empathie et ensuite de compassion dans tout ce qu'ils font. Donc, j'ai vu beaucoup d'amour, d'empathie et de compassion. J'ai vu aussi, je retiens des idées clés ou des phrases clés. Le dialogue, c'est la patience. On apprend qu'il faut être patient pour faire le dialogue parce qu'il faut deux pour faire un dialogue. J'apprends aussi qu'il faut parfois tuer son ego pour se reconstruire et pour se reconstruire meilleur. J'aime bien les différents genres de violences cachées que l'on peut trouver dans la société et qui sont parfois la violence de l'indifférence. Ça me touche beaucoup quand on parle de la violence de l'indifférence. Et je respecte trop le travail de recherche fait par votre compagnie parce que aussi, et même indirectement, mais ça humanise ce qui nous fait peur et ça nous rend encore plus empathiques et plus efficaces et plus créatifs peut-être pour combattre cette violence et pour revenir à l'essence qui est non violente et pour oublier la violence. Donc c'est ce que je retiens. Je retiens beaucoup d'amour dans ce qu'ils font et beaucoup ils sont en paix avec eux-mêmes. Donc et du coup ça me touche beaucoup. Donc voilà, ça c'est en bref. Juste pour rappeler que Tania est formatrice à la communication non violente, voilà. À la non-violence. Donc voilà, ça me touche. Et je vous rends les micros. Donc voilà, et on a pas mal de questions. Et je vais commencer par une question adressée à Alexandra. The question is, healing the wounds, is it a matter of individuals or is it the collective level that is more relevant? Personally, I think everything is more relevant at the individual level. What we do in Healing with History is we have a group of people who come from every possible... we don't ask where you come from, we don't ask what level you are, we don't ask any questions, and nobody asks any questions about each other. It is a community of people who come from maybe a Syrian refugee in the middle of the Bekaa to a professor of something or other. Everybody speaks from their own being. And in that way, we share our humanity. And in sharing the troubles of our own lives, or even the inspiration
exploration of our own lives, people become very close to each other. We don't seek to put Christians and Muslims together. We don't seek to put fanatics and non-fanatics together. We just let people speak and share. And in this process of various types of exercises, people become very, very close to each other. And very, very, so we had a whole group of Syrian teachers who couldn't get home because of the snow on the mountain, who were taken in by some Christians who'd been had great difficulty during the war with the Syrians. So we have these extraordinarily wonderful things that happen just spontaneously because of the closeness of the community. So I think if we want to change communities, we need to get close to each other and share our woundedness or our happiness or whatever it is. And in that way, we become together, like a family. Thank you so much. Une question pour toi, Radia. Il y a deux questions, et je crois que tu as déjà répondu à la première dans ton intervention. Quelle place pour les athées dans coexister? Je crois que tu as dit aussi les athées, tu les as nommés. Et la deuxième question, comment garder présente à l'esprit la distinction entre violence symbolique, par exemple les regards de mépris envers une femme voilée, et les violences physiques? Par exemple, les violences dans une école juive, assassinat dans un supermarché kasher, par un exemple. Donc, distinguer entre la violence symbolique et physique. Comment on le fait? Merci pour cette question. Peut-être en une phrase pour les athées, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a trop souvent, en tête l'idée que la spiritualité appartient aux religieux, mais en réalité, on remarque que la spiritualité est universelle, appartient à tous, et de ce fait-là, les personnes de conviction athée se retrouvent totalement dans le message de coexister et trouvent toute leur place dans cette recherche-là et dans ce faire ensemble qu'on essaye de mettre en place. Pour parler de la distinction entre violence symbolique et violence physique, je pense que la distinction, elle est très importante, mais il y a un lien essentiel. Je pense que la violence symbolique, si on ne fait rien, si on ne la reconnaît pas, s'il y a un manque de reconnaissance de la violence symbolique, elle peut mener à une violence physique, clairement. Également, on remarque que c'est un cercle vicieux. Quand on a vécu des choses vraiment horribles, c'est pas uniquement les attentats de l'hypercachère. Ça a commencé en 2002 pour le meurtre de Ilan Halimi en France, qui a donné un coup très fort à l'antisémitisme violent en France. Donc d'abord l'assassinat de Ilan Halimi, avec sa torture avant. Ensuite, en 2012, les attentats de Toulouse, Montauban, et aussi en 2015, le 9 janvier 2015, à la suite du 7 et 8 janvier, 9 janvier 2015, lorsque Koulibaly tue des gens dans l'hypercachère, on arrive à ça, et puis à partir de ça, on voit un véritable repli, on voit une peur qui se crée. Et aujourd'hui, quand par exemple Coexister intervient dans des écoles, on remarque qu'il n'y a plus d'élèves de conviction juive. La plupart des élèves de conviction juive en France sont à 80% dans des écoles privées juives, de confession juive. Et ça pose un réel problème de mélange, de mixité. Ça pose un réel problème de rencontre, et ça ne fait qu'accentuer l'ignorance et donc la violence symbolique et donc potentiellement la violence physique. Donc je pense que ça a un véritable lien, c'est un cercle vicieux. J'ai pas pour habitude de niveler les différentes violences. Je dis pas qu'il y a de placer, de dire cette violence est plus importante que d'autres, même si de manière très claire, la violence physique est plus difficilement soignable. Elle se soigne beaucoup plus difficilement, et visuelle déjà, peut-être parfois irréversible, souvent irréversible malheureusement. Mais elle est clairement, elle puise clairement ses racines de la violence symbolique. Merci beaucoup. Une question pour vous, Bernard. Question d'ordre pédagogique. Quelle est la formation adéquate que devraient avoir vos collaborateurs? Quelle est la formation adéquate? Alors d'abord, on fonctionne avec des professeurs visiteurs principalement. On est quelques-uns sur place, 2 ou 3, donc on enseigne nos champs respectifs. Mais on fonctionne avec des enseignants qui viennent à parité d'Europe ou d'Afrique ou Maghreb, donc d'Afrique et Mashrek.
Donc, nos enseignants, c'est des professeurs visiteurs. Donc, on a depuis le début, depuis nos 4-5 ans d'existence, on a 80 professeurs visiteurs. Donc, la question, c'est quelle qualité ils devraient avoir. Disons que c'est le casting qu'on fait, la formation principale. Enfin, donc, c'est une compétence académique, ça, parce qu'on a une exigence vis-à-vis des conventions qu'on a signées avec les deux universités qui nous parrainent. Mais bien sûr, dans chaque réseau, dans chaque milieu, théologien, sciences sociales, catholiques, protestants, musulmans, il y a des hommes ou des femmes d'ouverture. Donc c'est ça, vraiment, cette aptitude, surtout dans les cours à deux voix, parce qu'il faut construire le cours. Bien, ça demande beaucoup de souplesse et beaucoup d'ouverture d'esprit, de curiosité aussi par rapport au monde de l'autre. Bon, on voit que par exemple, les théologiens, ils sont dans leurs univers respectifs. À Dakar, à Bakary Sambé, donc qui est anthropologue, d'arrière-plan musulman, sociologue. Et puis le professeur Tarsis Gatwa, qui est rwandais, et donc qui travaille à l'université protestante à Boutaré. Donc vous voyez, ces deux univers, alors l'un est anthropologue, l'autre théologien, ils travaillent tous sur ces questions de gestion des conflits, mais pour les mettre ensemble, déjà l'interdisciplinarité était compliquée, donc l'un disait mais pourquoi tu m'as invité, moi je comprends rien à ce qu'il m'a écrit, parce que l'un fait un plan de cours, bon voilà, donc la question, la réponse, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, c'est cette aptitude à entrer aussi pour les enseignants, dans l'univers de l'autre, soit son univers, son champ disciplinaire, soit tout simplement sa culture aussi, parce qu'on a toujours parité aussi européen, oui, africain, je l'ai dit, catholique, protestant ou chrétien, musulman. Donc c'est cette première qualité, à part l'académique, c'est cette ouverture et cette souplesse dans la construction du cours. Et comme c'est long à faire et que l'expérience en général, on les invite une deuxième fois ou une troisième fois pour améliorer aussi le dispositif. Donc on affine progressivement. Pardon, j'ai été très long dans la réponse. Non, mais ça va très bien. On a besoin de savoir plus. C'est une question maintenant à Jean-Pierre Attrib. Would you please elaborate more on the method of analysis and handling the data, especially in the use of classification categories such as status, thrill-seeking, religious motivation, or its marginal character, socio-political grievances? So this is your question. The methodology is actually, again, it's a psycho-contextual analysis. I'm not going to get much into the details. I could share the study, which is self-explanatory, with whomever is interested, but it relies on understanding the self. So you have what is known as the self, as the non-self as well, meaning how do we identify within our own social environment from a psychological stance, how we perceive ourselves, how we perceive the other, and how we perceive the milieu in which we operate at large. So we had a seasoned team of analysts who are trained to decipher such a method, and we applied it on footage that we have received, as I mentioned early on, where these jihadis are speaking in front of cameras. This is why the study is called Understanding Jihadists in Their Own Words. So we took their own words and we just deciphered it and coded it through this methodology that I just mentioned. And we were able to derive what each of them was seeking in terms of interests, just like we were able to identify what are the influencing factors or the triggers that led them to join the ranks of these violent extremist organizations. So that's it in a nutshell. Great, thank you so much. A question for you, Alexandra. Would you please clarify the analytic method and its steps in reconstituting ancestral memories or unveiling them, I guess? Is this innate or by way of nurture and cultivation in the family history? Is this innate or by nurture? I don't fully understand the question because it's got some contradictions. Innate and nurture seem to be rather close. Yeah. I would say that all memory that I think of as being really useful is feeling memory.
the feelings. Feelings are the best clue to memory. And they may not have anything to do with what we think of as memory. But our feelings will take us like on a long river boat, sort of paddle boat, downstream or upstream, and will arrive somewhere where we may never have imagined going. So I would say there's nothing analytical about ancestral memory. You start somewhere and you end somewhere, or you just end maybe in the middle, and then you find you've got another whole range of feelings to come into that memory. But memory is to do with feelings. It's like, and the stepping stones of that memory are places which will take you maybe to the first stage, the first memory, like grandparents. And then you'll go from grandparents and maybe you'll go to habits in the family, like hating the neighbors. Why do we hate the neighbors? We don't know. Or a whole family of one family who none of them have got married. Why? Go back in time, because it's intuitive. I mean, it really is intuitive. What's happened? Why? So people ask questions, and that's what is interesting, is if we all ask questions, we have a better chance of finding the answers and become inquisitive. So this family, three girls, the same family across different brothers and sisters, none of them have got married. 3 generations back, I started wondering, one of the great-grandfathers or great-uncles had done a sort of, my sisters betrayed the family honor, okay? In Greece or somewhere. And his whole village was upside down, and he tried to kill her. Okay? Perfectly good thing to do about a sister who's dishonoring the family. You go and kill her, don't you? So, well, it hadn't really worked, because that shame and that thing had come through 3 or 4 generations, and it meant that one generation had stopped getting married at all. So that's the kind of thing. There's nothing analytical about that. There is an analysis that you could make afterwards, but not before. Absolument. Radia, une question pour toi. Parlez-nous. C'est quoi ça, l'Interfaith Tour? Ah, c'est quelqu'un qui connaît peut-être. Oui. Alors, l'Interfaith Tour, c'est le programme international de coexister. La première édition a eu lieu en 2013. Et il y a plusieurs missions à l'Interfaith Tour. C'est un tour du monde à la recherche des initiatives interreligieuses pour la paix, qui se fait tous les 2 ans. Donc, il y a déjà eu 2 éditions. Et on fait ce pari un peu fou à coexister, de dire qu'il y a des personnes de différentes convictions. Donc, la première édition, c'était un juif, un catholique, un musulman, un agnostique et un athée. La deuxième édition, c'était un musulman, une juive, une catholique et une athée, qui partent faire le tour du monde et qui, pendant 300 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vont réussir à vivre ensemble. Non seulement à vivre ensemble, mais à travailler ensemble, puisqu'ils vont faire un véritable travail de reporting de plus de 400 initiatives interreligieuses pour la paix dans le monde, 30 pays, et de voir comment est-ce qu'on arrive très concrètement à vivre ensemble. Et la dernière mission, et qui n'est pas des moindres, une des plus importantes de cette Interfaith Tour, c'est de revenir en France et de renouveler un peu, de donner un vent de renouvellement aux activités qu'on peut voir en France, pour dire voilà ce qui se passe en Malaisie, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud, au Liban, et voir comment est-ce que nous, on peut s'en inspirer en France, être dans cette continuelle volonté de renouvellement, d'innovation, et de montrer, enfin de faire rêver un peu les gens en France, puisque toute personne faisant partie de Coexister peut un jour être amenée à partir faire le tour du monde. Super, c'est super. Encore une question pour toi, Radia, mais c'est la dernière. Mais l'écriture, elle est un peu dure, hein, je vais essayer de décoder. Quelles sont les méthodes utilisables très concrètement pour remédier à cette peur de l'autre? Deuxième partie de la question. Approche proposée pour la non-violence. Et la dernière partie, l'avant-dernière. Attends, je vais te laisser répondre aux 2 premières, le temps de vraiment décoder le reste.
Merci beaucoup pour cette question. C'est des questions qui méritent vraiment une grande réflexion. Alors, moi, je dirais que la méthode qu'on utilise principalement, c'est que surtout que c'est un peu ce refus du consensus dont vous parliez tout à l'heure, de dire que le socle commun qu'on va utiliser, ce n'est absolument pas ce qui nous rassemble, c'est seulement des valeurs et une méthodologie de la rencontre. C'est-à-dire que les valeurs et les principes, les prérequis pour la méthode bienveillante de coexister, c'est d'abord reconnaître l'identité, reconnaître l'altérité, accepter la diversité, penser que construire l'unité est possible, c'est être sincère, donc c'est la sincérité, c'est le respect de la liberté et une volonté d'égalité. Donc en fait, ce sont des principes assez larges, mais en même temps où il faut fortement les reconnaître, qui font que ce socle commun, si on a ce socle en commun, tous ensemble, on peut être en désaccord sur tout le reste, et sur absolument tout le reste, et justement on met en lumière toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, continuellement, perpétuellement, et on essaye de nourrir justement cette différence. Et je pense que, je discuterai avec plaisir avec la personne à la fin de cette conférence, parce que c'est une question qui demande de large réflexion. Mais sinon, on a publié un livre qui s'appelle Le Manifeste de la coexistence active, et qui donne d'autres clés justement de quelle est la méthode utilisée pour plus de dialogue, moins de peur et moins d'ignorance. J'ai une longue question, mais je vais aller tout de suite à la question et si on a un peu de temps à la fin. The question is for Mr. Atrib about the majority of those who join extremist jihadi groups. You mentioned that the majority were either identity or status seekers. So, are those who seek identity always find it in their devotion and loyalty to these groups? In other words, is their identity always nascent or born from the jihadisms they have adopted? Moreover, after one has found recognition status or materialistic gain, is fear the only factor keeping them from withdrawal or dropping out, whether fear of loss or putting oneself at risk, or are there other factors as well? Well, on the identity, let's not forget, these are insulated people. These are people who feel marginalized. They did not assimilate well into their societies. As I mentioned earlier, the vast majority of these come from the West. So from the West, we have the thrill seekers and the identity seekers. The identity seekers, it could be a firebrand, of revolutionary ideals, not necessarily a Daesh of sorts, but Daesh was the one offering, that identity to these people. So, and this has to do, by the way, with the propaganda techniques, the quite heightened and advanced propaganda techniques that Daesh managed to employ. They lured these vulnerable brackets who felt, again, assimilated, marginalized. They did not insulate well in their respective Western societies with everything offered to them. They felt marginal. So Daesh had an appeal to them. They said, this is the land where everything works. This is the land where governance works. This is the land where you can do whatever you want with full impunity. There is no rule of law dictated by a justice system and policed, through proper agencies. It's just, the cover that they used of the caliphate. So come here and we will remedy all of your grievances, all of your woes. And vulnerable brackets fell prey to that rhetoric, and this is why they made this journey, to join. Now, I will tie this to the status seekers. These as well, not necessarily because of Islam, and I would like to stress on that again. It is the mean, it is not the end itself. You could measure these people, by the way, and compare them, the identity mainly, and the thrill seekers. You could weigh them to those revolutionary people who were joining the extreme left movements under Che Guevara and others. You could also compare them to the trends of Woodstock, that we saw, the hippies in the 60s. For these people,
Daesh, just like hippies, like Che Guevara, they offer easy answers, easy solutions to complex issues and problematics. They don't want to crack their heads in understanding, where do we come from and what have you. So when you package easy answers to big problems, this is luring enough for them to join in. And this is where it becomes a cult. If you join in, we take care of you. So the status, like the identity, again, is driven this time, not by an overarching umbrella that defines him and gives him easy answers to all of his problems. The status is driven by material gains. So material gains and prestige. So all of a sudden, you could become a chief of a section. So while in the West, or even in your own Arab country, nobody turned any attention to you or to your assets, here you're given prominence, you feel you're important. And then you're cashing money. We know that Daesh fighters were cashing money, they were getting anywhere from $300 to $700. And some of them, especially those coming from the West, were getting even more. And this created a sense of inequality. And we sense this from a lot of returnees. So yes, so that I don't digress much here, I would like to say that status is there as long as the material gain is there. The moment he or she feels that the material gain is no longer lucrative, this is where they start getting cold feet and figuring out their escape routes. And we've seen much of these. Thank you so much. Before closing, avant de terminer, I would like to just mention what was written here. It wasn't a question, but it would be nice to finish this gathering on this note. The person who wanted to ask the question to Mr. Atrib also noted that at the time she attended an event where you were speaking your testimony, and she got so emotional that she couldn't empathize with you because she had these images of the Civil War, although she never lived the Civil War. And what this lady is saying is, as you said, we have to always question ourselves. And by questioning herself, she realized that fighters were also victims, like we all were. So maybe I thought it was nice to wrap it with this idea. I'll get back to French. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à votre expérience. Vous êtes en train de tisser une nouvelle histoire, une nouvelle narrative, comme on dit en anglais. Et vous êtes des créateurs de changement avec tout votre travail. Il y a beaucoup d'amour avec ce que vous faites. Donc, merci pour vos efforts. Merci de votre patience. Je vous informe que vous aurez une pause de 15 minutes. Et après, de retour, vous serez ici pour la clôture. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et bravo et merci pour votre patience toute la journée.